dans cette région d'Afrique déchirée par la guerre civile. Pour moi, journaliste occidental, le Darfour, c'est 200 000 morts, 3 millions de déplacés, des villages rayés de la carte, une épuration ethnique. Les coupables seraient des nomades arabes qui commettraient un génocide contre leurs voisins sédentaires noirs. Et me voici face à une foule paisible. Ceux qui se battent à l'extérieur se retrouvent ici côte à côte. Sur les gradins, la mosaïque humaine de cette région tourmentée. Tribus Beni Alba, Rezeigat, Birgit, Buzagawa. Certaines arabes, d'autres africaines. À voir ces visages, je me demande qui est qui. Même Mohamed, mon traducteur, est bien embarrassé pour me répondre. Parfois, c'est le visage qui peut donner une indication, ou la forme du nez. Mais parfois, on est obligé de demander de quelle tribu est la personne. Et là, on peut l'identifier, parce qu'on sait si la tribu est arabe ou pas. Mais toi, tu as la peau noire et tu appartiens à une tribu arabe. Oui, je ressemble à un noir. Et tu vois, ce n'est pas facile. Si je ne t'avais pas dit que j'étais d'origine arabe, tu n'aurais pas su. Début de retour à la vie normale ou simple illusion? Cette harmonie apparente, c'est l'image que les autorités soudanaises voudraient que je retienne du Darfour. À la tribune officielle du beau monde, éleveurs, députés, et même le préfet de Niala, l'un des hommes forts du régime ici, un notable, qui me prend à partie sur l'existence même de ce drame. Vous, en tant que journaliste, vous qui notez tout, vous avez vu un génocide au Darfour? Quant à ce que racontent Bush et les autres, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ça ne changera rien à la réalité du Soudan. Ici, nous sommes en paix. Au Soudan, nous n'avons rien à cacher. Les chiffres officiels, ceux que le gouvernement a annoncés, c'est 10 ou 15 000 morts. Comment aller au-delà de cette parole officielle? Comment approcher cette guerre sans ligne de front, sans tranchées, sans char d'assaut? Je vais devoir aller chercher les indices pas à pas. Il suffit de sortir de l'hippodrome pour voir que Niala, capitale du sud Darfour, n'est pas une ville en paix. Les premières traces de cette guerre, ce sont ces hommes en armes. La Kalachnikov fait partie du décor, comme les pick-up militaires. Dans le ciel, des hélicoptères de combat. Le jour de mon arrivée, j'entends dire que les bombardements ont repris à une centaine de kilomètres au sud. Les villes, comme Niala, restent aux mains du gouvernement. Les rebelles, eux, sont en zone rurale ou dans les montagnes. Je croise à tous les carrefours les 4x4 blancs de ces étrangers venus soigner ou nourrir les populations. C'est le deuxième indice. Niala est le cœur d'un dispositif humanitaire international sans précédent. Aux portes de la ville, les conséquences de la guerre. Ces immenses camps de déplacés, les plus grands au monde. À moins de 5 km de l'hippodrome de Niala, où l'on m'assurait que tout va bien au Darfour. Je décide de visiter l'un d'entre eux, Guérec, sans l'autorisation du gouvernement soudanais, qui n'aime pas trop voir les journalistes recueillir le témoignage des victimes. Dans cette ville provisoire, s'entassent 35 000 déplacés, des paysans africains chassés de leur village. Abdallah est l'une des figures du camp, un cheikh respecté. Il va me servir de guide. Dans le camp, tout le monde a perdu de la famille dans la guerre. Les enfants que tu vois autour de nous sont en majorité des orphelins. Toi, comment tu t'appelles? Amir. Amir comment? El Fadel. Amir Al Fadel? Amir, où est ton père? On l'a tué. Les assassins, ils étaient comment? En chameau. Il a dit en chameau. Ces gens en chameau, c'est ce que nous appelons des Janjaouid au Darfour. Un commerçant se mêle à la conversation. Les Janjaouid avec le gouvernement, ils nous font la guerre. Ils nous tuent nos gens. Ils nous prennent tout notre argent. Les Janjaouid, littéralement les cavaliers du diable. Depuis 4 ans, ces miliciens arabes ont mis le feu au Darfour.
Avec la complicité parfois active de l'armée soudanaise, ils attaquent les villages, volent le bétail et poussent les tribus africaines à l'exil. À Guérec, loin de leurs terres, les déplacés survivent grâce à l'aide alimentaire étrangère. C'est tout le Darfour qui vit sous perfusion internationale. Chaque jour, il faut nourrir 3 millions de personnes, la moitié de la population de cette région. La tâche est immense. Elle est confiée à des hommes et à des femmes comme Azeb Asrat, l'une des responsables sur place du Programme alimentaire mondial. Noria de camions, entrepôts géants, cette agence de l'ONU a lancé un pont alimentaire entre le Darfour et le reste du monde. Un exploit logistique qui permet d'éviter la famine. Est-ce que les gens souffrent de la faim ou de la malnutrition au Darfour? Non. Non, à part quelques exceptions. Actuellement, la situation nutritionnelle est bien meilleure. Pour le financement, pas d'inquiétude. La cause du Darfour est populaire auprès des pays donateurs. Et surtout aux États-Unis, premier contributeur avec près de 300 millions de dollars déjà déboursés cette année. Le Darfour est une priorité pour le gouvernement américain. Le pont alimentaire ne va pas être coupé demain. Cette déferlante humanitaire occidentale bouscule les habitudes dans cette région reculée du Soudan. Vitale, elle est aussi pour certains humiliante. Des fidèles m'ont raconté que l'imam de la grande mosquée de Niala prêchait contre cette nourriture gratuite. D'après lui, elle provoquera des maladies chez ceux qui en mangeront. Après plusieurs approches, il accepte une interview. Il me tient un discours plus nuancé, mais toujours méfiant envers les humanitaires. Cette aide, nous l'acceptons. Mais parfois, il y a certaines dérives. Certains membres d'organisations ont été pris en flagrant délit. Ils buvaient de l'alcool et avaient des relations défendues avec les femmes. Ici, la parole de l'imam a du poids. Au Darfour, tout le monde est musulman. Les tribus arabes, mais aussi les tribus africaines. Ce conflit n'est donc pas une guerre de religion. À Niala, les ONG font profil bas. Présentes sur le terrain, prudentes avec les autorités, qui contrôlent leurs moindres faits et gestes. Voici le bureau des affaires humanitaires, le HAC. À première vue, rien d'impressionnant. C'est pourtant la bête noire des ONG. Une administration tatillonne, qui contrôle leurs moindres déplacements, peut les suspendre à tout moment, et même les expulser. On dit que ces fonctionnaires appartiennent en fait au service secret. Le HAC, c'est l'œil du gouvernement soudanais sur le travail des humanitaires au Darfour. Devant la caméra, le patron me sert le discours habituel. La situation au sud Darfour est très bonne. Toutes les routes sont ouvertes. Bon, si vous voulez sortir de Niala, je vous délivrerai un permis de circuler. Mais pas pour vous stopper. Au contraire, pour faciliter vos déplacements. Parce qu'au point de contrôle, on vous demandera ce permis. C'est juste pour savoir qui est qui. Parce que vous pensez qu'il y a des espions? Je ne sais pas, peut-être. Hélas pour moi, c'est aussi le HAC qui s'occupe des journalistes de passage. Une façon de verrouiller l'information. J'ai demandé à sortir de la ville pour suivre le travail des organisations humanitaires. Mais les jours passent, et malgré des visites répétées, mes demandes sans sable, il me manque toujours le bon tampon. Il faudra attendre une semaine pour que la situation se débloque. Cap au sud. Je pars avec une ONG française, Aide médicale internationale. Des infirmiers et des médecins installés depuis 3 ans au Darfour. On a visité le centre de santé. Aimi a choisi de ne pas travailler dans les camps, mais d'aller à la rencontre des populations isolées, fournir soins et médicaments. En chemin, un nouvel obstacle, naturel cette fois. Un fleuve. Il s'est formé en une seule nuit. La saison des pluies commence. La saison des pluies, c'est un vrai frein pour nous parce qu'on peut souvent ne peut plus atteindre certains villages. Ça freine nos activités et les populations n'ont plus accès aux soins qu'on pourrait leur apporter. C'est un gros handicap. Ce n'est pas ici que je verrai les séquelles de la guerre. Le village où nous allons est tenu par le gouvernement. Une foule nous attend,
pour l'inauguration d'un dispensaire. Sophie, la chef de mission, remercie les autorités. Les gens d'AMI tiennent à leur neutralité. Montrer qu'ils interviennent des deux côtés est même la condition qu'ils ont posée à mon tournage. On intervient là où les besoins sont présents et au Darfour, les besoins sont présents à peu près partout de toute façon. Et comme le propre d'une ONG, c'est d'être neutre, ça nous permet d'intervenir partout. Est-ce que vous savez ce qui se passe à défaut de prendre position? On sait à peu près ce qui se passe, peut-être, mais on n'a pas tous les détails. Et honnêtement, on ne cherche pas à les avoir systématiquement parce qu'on ne doit pas tenir compte de qui on aide.